vise à l'indispensable disruption. Donc, avec ceci dit, je m'adresse à M. Wilson Lalo, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances de Haïti. Merci d'être avec nous. Et ma question pour vous, c'est un petit peu quelles principales modifications structurelles sont nécessaires pour assurer la relance économique? Nous m'avons invité à participer à cette activité. Je salue ceux qui nous suivent. Je voudrais peut-être faire quelques observations, si vous le permettez, avant que je réponde directement à votre question. J'en aurai 4. D'abord, je voudrais commencer par dire que ce que tout le monde a observé, tous les pays ont participé sur un pied d'égalité dans la recherche de solutions pour faire face à la pandémie. Les différences se situent surtout au niveau des moyens mobilisés. Et il n'est pas démontré que plus de moyens mobilisés engendrent forcément de meilleurs résultats. Exemple, notre collègue du Sénégal vient de parler tout à l'heure, le Sénégal qui a commercialisé un test de dépistage très peu coûteux et ultra rapide. Ou bien Madagascar avec sa tisane qui semble donner de bons résultats. On est en présence d'innovations frugales, faire mieux avec moins, c'est-à-dire des solutions plus simples, plus efficaces, utilisant moins de ressources, sans transiger sur la qualité. La deuxième observation, c'est que le one size fits all ne semble plus adapté. Les modèles de prévision sur le comportement de l'épidémie dans les différentes populations ne semblent pas tout à fait validés partout. Ou bien le temps d'incubation est plus long dans nos pays, ou les modalités de contamination sont différentes. Il est clair que nous n'avons pas encore pris toute la mesure de la pandémie et de son mode de diffusion dans les différents pays du monde. Les premiers élans de solidarité aussi sont venus de nos pays. C'est Cuba, petit pays caribéen, mais grande nation, qui a été le premier à porter secours aux Italiens pendant que tout le monde cherchait à se recroqueviller à l'intérieur de ses frontières nationales. Toutes les nations n'ont pas suivi strictement le même protocole par rapport à la pandémie. Sur ce registre, les pays asiatiques semblent avoir beaucoup mieux résisté que les autres. Le Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine, ou même Taïwan, proche de la Chine, sont 2 pays avec des taux de contamination parmi les plus faibles du monde. En conclusion, donc 4e observation, c'est en trouvant des solutions nationales à des problèmes nationaux que chaque pays peut faire une contribution utile à l'humanité. Covid-19 nous a montré, s'il en était besoin, que la manière d'aborder le problème sanitaire ne devrait pas être trop différente de la manière d'aborder celui de l'économie. Chacun doit trouver des solutions à ces problèmes et par ce fait même aux problèmes communs à l'humanité. Et c'est là un enrichissement pour tout le monde. L'interconnexion des pays implique aussi que les problèmes de chacun deviennent rapidement les problèmes d'un grand nombre et cela rend nécessaire une solidarité qui trouve son fondement dans la défense des intérêts particuliers. Les points de vue divergent par contre quant aux conséquences économiques et sociales post-Covid, surtout pour les pays du Sud. Il est prévu que le PIB mondial va chuter de 8 à 10%, du jamais vu, même comparé avec la période de la Grande Dépression des années 30. Le pire est donc possible. De plus, la financiarisation de l'économie prend des proportions préoccupantes. Avant, le capitalisme industriel reposait sur l'expansion de la production. Le capital, c'est-à-dire l'argent réinvesti, devrait permettre d'augmenter la capacité de production et par ricochet la quantité réelle de biens. Avec la financiarisation de l'économie, il n'est pas nécessaire de passer par la production de biens réels pour faire fructifier le capital. La simple circulation du capital crée du capital neuf. C'est la spéculation qui fait augmenter la valeur d'un actif. Le risque qui est associé à cet actif est très élevé et sa valeur dépend de la confiance que ses détenteurs lui portent. Ces variations étant déterminées par les rumeurs qui nourrissent les anticipations, ce qui rend
ce qui le rend donc très volatile et renforce les deux tendances majeures du capitalisme, c'est-à-dire l'instabilité et les inégalités. Alors, peut-on, dans ces circonstances, au niveau mondial, reprendre tout comme avant? Comment doivent réagir nos pays? Faire comme au temps des programmes d'ajustement structurel où l'ensemble des pays étaient invités à suivre un modèle unique, lors même que les niveaux de développement institutionnel sont très différents et les problèmes sociaux et politiques ne se posant pas avec la même acuité. Nous savons que ce procédé promu et imposé par les institutions internationales et validé par les élites dirigeantes nationales a provoqué beaucoup de fragilités sociales et économiques. Ces dernières sont source de conflits sociaux qui rendent les pays ingouvernables. Il est venu donc le temps d'arrêter de définir les politiques nationales en fonction des seules injonctions des marchés mondiaux, sans tenir compte des préoccupations nationales en matière de santé, d'éducation, de nutrition des populations ou relatives à l'environnement. Nous devons cesser de considérer les questions nationales qui intéressent vraiment le bien-être des populations comme des questions secondes. Merci, merci Monsieur Wilson. Quelles leçons tirer de la politique économique dans nos pays? Je crois que Covid-19 offre une occasion unique aux pays du Sud de se réinventer et de mettre en place de manière concertée un modèle économique qui permette de mobiliser leurs ressources stratégiques de manière plus intelligente au bénéfice de toute la population. Pour ce faire, il leur faut innover partout, surtout sur le plan du financement de l'économie, en faisant par exemple évoluer le rôle de l'État en tant qu'investisseur partenaire et accompagnateur du secteur privé en vue d'encourager des investissements dans les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé, en faisant la promotion et en aidant au développement du modèle coopératif dans tous les domaines de l'investissement en vue de démocratiser l'accès au capital et permettre aux travailleurs de participer aux revenus du travail et du capital. Et réduire par contre, par ce fait, l'inégalité dans la distribution des revenus dans la société. L'exemple de Mondragon dans le Pays basque espagnol peut beaucoup servir de cadre de référence à cette transformation radicale qui permettra de mettre l'économie au service des populations et non le contraire. Dans ce modèle que The Guardian, le journal anglais, qualifie de recession-proof corporation, c'est-à-dire corporation qui résiste à la récession. Le revenu le plus élevé, celui du CEO, celui qui gagne le plus, est seulement de 8 fois plus élevé que celui du travailleur qui gagne le salaire le plus bas, comparé à la situation d'une économie comme celle des États-Unis, où cet écart est 350 fois. Ce n'est pas les 1% des actionnaires qui prennent toutes les décisions parce que détenteurs des 2/3 ou plus du capital, c'est l'ensemble de la coopérative qui prend de manière démocratique toutes les décisions sur la base du nombre de votes exprimés, non sur celle du poids du capital détenu. Les rapports avec les institutions internationales doivent aussi être revisités et les modèles de coopération profondément repensés. À ce propos, ce n'est pas l'annulation des dettes qui résoudra nos problèmes de financement, je voudrais dire. Bien au contraire, elle ne fait que renforcer la dépendance. Il faut à nos pays une vision partagée sur les politiques publiques pour transformer nos économies et nos sociétés. Ces changements majeurs, pour être légitimes et emporter l'adhésion du plus grand nombre, doivent se faire dans la plus grande transparence. C'est pourquoi il est fait une troisième recommandation qui est que pour toutes les grandes décisions en rapport au marché public et aux participations de l'État dans un partenariat public-privé, que des comités de délibération soient mis en place. Ces comités sont composés de l'ensemble des parties prenantes du secteur et des représentants de la société civile concernés par la question, une manière d'éviter les risques de manipulation de l'opinion et les accusations de corruption tout en renforçant la confiance de la population dans les politiques publiques. Merci, Monsieur Wilson. Merci. Donc, merci pour tous ces points très, très importants. Pour nos anglophones, Mr. Wilson just mentioned all the kind of
the ancient model, the current model, capitalist, the system that is in vogue, which is based on speculation risk, which leads to instability and insecurity, and the need to react to that by adopting different models, reinventing ourselves as South countries, and rethinking the mode of financing and reinvesting our money in different ways. Mr. Wilson also mentioned the model of the certain companies that are more for the benefit of the users rather than for the benefit of the markets. So this is really very interesting, and I would like to ask Ms. Hannah Murray, who's the Associate Director of Deloitte Africa. So with everything that's been said today, what key insights should decision makers in Africa and the Caribbean take into account when drafting their strategies? Thank you very much for the opportunity and for having me. If I repeat anything that's already been said, I do apologize, but it will certainly be largely based on that I don't speak French. That said, I just want to take one step back, perhaps, and following, some of the infection numbers globally. It's the first time since the crisis in the last few days that the daily number of new cases in emerging countries actually exceed those in developed countries. So it now appears that the virus is actually spreading in poor countries, even as it recedes in more affluent countries. If you've followed some of the numbers that have come out of the World Health Organization, while at the moment deaths in Africa related to COVID are only about, I believe, 2,000, going forward in the next 12 months, without the appropriate measures being taken, we could see up to 190,000 deaths in the next 12 months, 44 million infections even. South Africa, this is where I'm based, is expecting that our numbers in terms of infections as well as deaths will likely peak in August, September. And mind you, we are one of the countries that has had very, very strict lockdown measures still being in place at this very present moment. So if we go into perhaps just some of the key challenges, I mean, I'm not going to dwell too much on the challenges that emerging markets, including ourselves in Africa, face. But I think if I look at the case of South Africa, what COVID-19 certainly has highlighted to us, despite our level of development and our level of industrialization, is the deep and serious structural flaws that still exist in our economy, including the social and economic conditions that most South Africans still face. So as part of the advice, from a policy-making perspective, there's perhaps 4 or 5 things that I would look at, and in no particular order, but certainly linking to these deep structural flaws that we're seeing in South Africa, and certainly would see, in other African and Caribbean markets as well, is looking at a recovery path that is more sustainable, that is more focused on inclusive growth, that is more focused on inclusive, including digital infrastructure, as well as inclusion in terms of education that has already been mentioned. So in South Africa's case, and I think this would apply to countries such as Nigeria, Angola, and others as well, I think, there's no better time than a crisis, even though, of course, resources, are allocated to areas such as health and other areas, to accelerate some of the urgent structural reforms that are needed. There's certainly, in no particular order as mentioned, there's a sizable need to relook, how we engage as different social partners as part of this recovery. Think governments with business, with organized labor, etc. Perhaps just to draw on one example in South Africa, and this very much links to us trying to move the curve, flatten the curve around infections, and at the same time not actually having access to all the testing equipment, to all the PPEs, etc., is that there's been a come together of the private sector and of government,
for example, in 7 different innovation streams that look at manufacturing those goods locally, i.e. retooling and repurposing different manufacturing plants. For example, it could be a beverage manufacturer that is now retooling to produce sanitizers, particularly as we're opening up the economy on a risk-adjusted approach, where workers are going back in phases, making sure that we can meet certain health and safety requirements that are being set and directives in that regard. Linking to that certainly is around, identifying and meeting new sources and new types of demand. It could link to some of those PPE products or cloth masks or testing equipment, all linked to the sort of new realities that we are going to be operating in. But it could certainly also link to not stalling developments under the African Continental Free Trade Area Agreement, looking at shortening supply chains and creating more regional supply chains and value addition. For example, particularly looking at things like food security, agricultural production, as well as agro-processing. Another key area really, and linking to the social distancing that will need to live with us for months into the future, is around digital services, digital solutions, and really supporting the build-up of the digital economy. I think globally what we're going to see with COVID-19 is e-commerce will be revolutionized globally. So looking at the AFCFTA, for example, as well, but certainly investments in infrastructure linked to the digital economy will be quite important. And I think going forward, the last point perhaps to make as one, it links to, again, not stalling, for example, negotiations on the AFCFTA, but certainly looking at how we can include some of the points that I've mentioned already, is around more inclusive, perhaps also more green orientated infrastructure projects that can enable us, building those and continuing to build those regional value chains and those industrial clusters locally as we look at shortening supply chains throughout the world. So those would be perhaps some of the key points from my side. Thank you very much. Thank you. Thank you for all these very important suggestions. With that, I would like to speak with our ambassador. Donc, Monsieur l'ambassadeur Zakaria Al-Goumeri, si vous pouvez nous donner vos réactions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent et la position du Maroc par rapport à ça. On n'arrive pas à entendre votre son. Si vous pouvez mettre le micro, s'il vous plaît. Pas pour l'instant. On n'arrive pas à vous entendre encore. Donc, je pense qu'on va vous donner l'occasion de tester votre équipement. On va voir peut-être une question à Monsieur Moussadef Bali en attendant, si vous permettez, ambassadeur. Donc, Monsieur Moussadef, merci d'être avec nous. Vous êtes, je rappelle à nos spectateurs que vous êtes le président fondateur de Azalea Hotel Group. Et donc, comme on sait, le tourisme est l'une des industries les plus dévastées par la pandémie. Donc, quelle perspective pour sortir de la crise et pour rester dans notre thématique? Comment est-ce qu'on peut penser à des innovations pour nous sortir de cette crise? Merci. D'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau-là. C'est un plaisir. Mes amitiés à Brahim et à tout le monde. Et félicite, bravo à mon coach Didier Akouete pour son nouveau look, qui est très joli. Effectivement. Alors, pour revenir à la question, il est vrai que l'industrie du tourisme et du voyage est très affectée.
parce que nous sommes en première ligne. Dès qu'il y a des crises de cette nature, les transporteurs aériens, les transporteurs terrestres, les hôteliers, les agences de voyage sont les premiers à souffrir parce que les frontières sont fermées, il n'y a plus de voyage et donc le monde s'arrête. Alors, il faut bien sûr gérer cette crise-là. Nous, ce qu'on a fait, nous avons été malheureusement obligés de fermer la totalité de nos hôtels, de maintenir des petites équipes pour faire de la maintenance et sécuriser les lieux. Bien sûr, nous maintenons un contact avec nos clients, nous faisons beaucoup de communication et les quelques équipes qui restent en place, notamment au niveau de la société holding, travaillent d'arrache-pied pour préparer des plans de communication, des plans d'ouverture, Je pense que notre industrie va être fortement impactée par cette crise-là et on va devoir revoir de fond en comble nos protocoles de nettoyage, notre protocole sanitaire, nos protocoles d'accueil des clients, des collaborateurs, mais aussi des fournisseurs dans nos hôtels. En tant qu'hôtelier intervenant dans une zone, l'Afrique de l'Ouest, où on a eu quand même affaire à la crise Ebola et surtout à la crise sécuritaire dans le Sahel, disons que je dirais qu'on a une certaine longueur d'avance puisque chaque fois que ces crises ont éclaté, on a été obligé d'adapter notre façon d'accueillir les clients, notre façon de les rassurer, notre façon de sécuriser leur séjour. Je pense que les protocoles qui étaient déjà en place dans l'industrie hôtelière vont se renforcer avec beaucoup, je dirais, d'amélioration dans la façon de nettoyer, d'accueillir, de sécuriser. Parce que vous savez, dans l'industrie hôtelière, la sécurité du client et du collaborateur est la principale préoccupation. Ça passe bien sûr par des séances de formation aussi. Donc nous formons énormément les équipes. Nous faisons des webinaires pour les former. Pour ceux qui restent à la maison, nous faisons des webinaires pour les former sur ce nouveau protocole pour que lorsque les frontières vont ouvrir, les aéroports vont ouvrir, on espère d'ici début mi-juin pouvoir les accueillir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, d'abord, il faut faire en sorte qu'il y ait le maximum d'opérateurs de l'industrie du tourisme qui sont encore en vie. Lorsque ça va repartir, ce n'est pas évident du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de petits acteurs qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas, malheureusement, la solidité financière pour faire le dos rond et attendre que la tempête passe. Donc, je pense qu'il est du devoir des États d'aider les industries les plus impactées, donc tout ce qui est tourisme, tout ce qui est transport, tout ce qui est industrie culturelle, tout ce qui est transformation des matières premières. Mon pays, par exemple, le Mali, va énormément souffrir parce que tous les acheteurs de coton sont aux abonnés absents, donc les paysans se retrouvent avec le coton et à un prix très bas, c'est le cas de l'anacarde en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est l'économie mondiale qui va souffrir, sauf qu'il y a des industries qui souffrent en premier et après les autres industries viennent. Nous, on souffre en tant qu'industriel du voyage, on souffre en premier, c'est après que les autres industries commencent à sentir l'impact de la crise. Donc c'est aujourd'hui plus que jamais que nous devons, que l'adage qui dit qu'il n'y a d'économie forte que d'États forts et se confirme. Donc il faut des États forts, des États visionnaires qui mettent en place des programmes pour faire en sorte que la casse soit limitée et lorsque l'économie va repartir, qu'il y ait des entreprises qui puissent repartir. Donc c'est des programmes fiscaux, des programmes de mise en place de lignes de crédit. Je salue d'ailleurs Moubarak Lo et c'est que l'État du Sénégal est en train de faire, qui est remarquable, notamment les 200 milliards que l'État a mis en place pour soutenir les entreprises. Il y a des États qui font du chômage partiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur le continent. Je pense que l'un des plus gros takeaways que nous pouvons avoir de cette crise,
c'est qu'il est impératif que les États africains mettent en place des programmes d'assurance chômage. Nous voyons que sur le continent, ça n'existe pas. Et quand des crises comme ça éclatent, les entreprises sont obligées de se séparer temporairement de leurs collaborateurs et ces collaborateurs n'ont plus de revenus. Donc, nos États doivent tirer cette leçon-là. On se réjouit de voir que ces derniers 10 ans, les États ont mis en place l'assurance maladie obligatoire. Dans quasiment tous les États, maintenant, c'est le cas. Je pense que maintenant, nous devons réfléchir sur une assurance chômage pour justement faire face à ce genre de crise, d'autant plus que, et là aussi peut-être c'est l'une des leçons à retenir, notamment pour les entreprises du code ciment, les assureurs, peut-être aussi mettre en place des assurances pour prendre en charge ce genre de risque, mais les États doivent mettre en place des assurances chômage pour venir en aide aux employés du secteur formel qui cotisent et que lorsque ce genre de crise arrive, n'arrivent plus à s'en sortir. Et puis, bon, pour finir, peut-être, ce qu'il faut faire, puisque c'est ça votre question, c'est aussi accélérer la zone de libre-échange, parce que lorsque les continents, et notamment les grands pays, se barricadent, ben, il faudrait bien qu'on continue à vivre. Et ça ne peut se faire qu'au travers de l'intégration africaine. Si je ne peux pas prendre l'avion pour aller à Paris, ben, si je peux aller à Abidjan ou ailleurs, c'est tant mieux. Ou si le coton malien peut aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana et que l'anacarde devienne dans un autre pays qui n'en produit pas. Donc, pour moi, je dirais l'une des grandes leçons aussi à tirer de cette crise-là pour le continent africain, c'est que nous devons impérativement accélérer la zone de libre-échange économique. J'ai lu quelques articles qui disaient est-ce qu'il faut pas temporiser? Bien au contraire, pour moi, il faut plutôt accélérer ce rythme. Et pour finir, on se rend compte que finalement, nous n'investissons pas dans le seul et unique capital qui développe un pays, qui développe une entreprise, qui développe un continent, c'est le capital humain. Nous investissons très faiblement dans la santé, dans l'éducation. Nous avons vu l'état de délabrement de nos hôpitaux. J'espère, sincèrement, que lorsque cette crise va être derrière nous, on ne va pas revenir au business as usual et que nos États vont massivement investir dans le développement du capital humain, formation technique et professionnelle, hôpitaux de qualité, plateaux techniques de qualité, formation de nos médecins, des salaires décents, qu'on ne nous dise plus, il y a plus de médecins béninois à Paris qu'à Cotonou, qu'on essaye d'attirer toute cette diaspora-là bien formée pour venir travailler avec des salaires décents. Et si on arrive à faire ça après cette crise, on pourra dire que ça n'a pas été une crise pour rien. Merci, M. Bali. Donc, je m'adresse à M. Daniel P. Erickson, Senior Fellow de la Biden Center for Diplomacy. So, Mr. Erickson, you've helped the Obama administration secure $750 million in assistance for the Northern Triangle of Central America. So now today, with this crisis, how can we mobilize a global effort to support economic recovery in Africa, the Caribbean, Central America, the South countries in general? Great. Well, thank you very much for the question. Thank you for the organizers. It's a pleasure to be here with you today. As has been stated, we're in the middle of a massive economic downturn that's being felt across the globe. In Europe, certainly in the United States, and it's affecting Latin America, Africa, the Caribbean as well. And what I wanted to do is to just take a few moments to share a couple of slides that I made detailing the current crisis and the impact on the Caribbean, and then what the way forward will be. So with that, I am going to turn on, hopefully, my PowerPoint. Let's see here. And talk about what we can do during this COVID crisis for a fast and sustainable recovery. Just to begin, when looking, I'm going to focus first on the Caribbean region. Caribbean economic growth in 2020 is going to take a severe hit.
The IMF predicts that Latin America and the Caribbean will experience negative 5.2% growth this year. The World Bank came out with a similar prediction that the economies would shrink by about 4.6%. There's really only two exceptions in this panorama, which are interestingly both Caribbean countries. The first is Guyana, which is still likely to grow by about 50% due to their recent discoveries of oil fields that are coming online this year. And then the Dominican Republic, which is not necessarily a happy story, but is still likely to obtain a flat growth rate of about 0. So it won't be entering a major recession. However, the good news is that the multilateral organizations do project a rebound in the coming year across Latin America and the Caribbean, about 2.6%, with some countries doing slightly better than that. Now, as has been stated previously, and as I know Mr. Valle knows especially well, you have had a tourism shock. Caribbean economies right now are facing a collapse of the tourism sector, which has been a major source of employment and investment. And this is going to fuel a contraction of about 6.2% in 2020. And of course, much of this is driven by the downturn in the developed markets, such as Europe and the United States, which are a major source of tourism. That chart to the right just shows the number of daily inbound flights to the Caribbean, which you can see dropped off quite dramatically starting in March with the declaration of a global pandemic. Commodities, as has been mentioned, are also under pressure. This is really affecting, in particular, countries like Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago, through a loss of exports and fiscal revenues. And you can see that there's been a downturn in terms of oil, natural gas, and mining, again, with only Guyana being able to lodge growth this year. Now, I want to introduce a term to this group that might be interesting. In 1987, the U.S. Army War College introduced a new term to describe the U.S. strategic environment towards the end of the Cold War. And the purpose was to see what the strategic leadership environment would be for the U.S. and other actors. It was said to be characterized by 4 features: volatility, or in French, volatilité, uncertainty, incertitude, complexity, complexité, and ambiguity, ambiguité. COVID-19 is really a VUCA moment for the global South. We're currently in a period where economic and social predictability has been replaced with sudden volatility. Business and political leaders are forced to make decisions with uncertain information. Health and economic impacts of the pandemic are driven by complex and interactive variables. We're seeing this very much in the United States, as I'm sure is being seen in other countries as well, where the desire to kind of restart the economy has to be held against the public health crisis. And the interaction between the economic restart and the safeguarding public health, while it is somewhat known, also has a lot of complexity to it. And then, of course, ambiguity. What does success look like, especially in the absence of a vaccine or a readily available cure or treatment? What are the metrics for success? Now, looking at economies globally, but both in the South, there's really 4 features that can be distinguished that are going to differentiate those who emerge stronger from those who emerge weaker in the post-COVID-19 pandemic. And it's really focused on the 4 key characteristics. The first is resilience, also innovation and the capacity to innovate, synergy, another word for this is cooperation, which has been heard several times in this webinar, as well as elasticity. And if I could just, you add those 4 factors together, that will add up to the rise. And I'm just going to unpack those a little more. What do we mean by resilience? Resilience is essentially the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats, or significant sources of stress. And what we're seeing now is the areas where our societies are resilient and the areas where they are not. Second, innovation, which is the act or process of introducing new ideas, devices, or methods, many of which we've heard already in this webinar. And I think are these types of ideas that can help stimulate a return to normality and growth. Then you have synergy, which is the interaction of or cooperation of 2 or more organizations or entities to produce a combined effort greater than the sum of the separate effects. And it's clear that there's no one individual, no one company, no one government, no one country
that can really manage this crisis on its own, because we are so interconnected, both in terms of public health and our own economies. And then lastly, elasticity. Elasticity is the ability of an object or a material, or in this case, a society, to resume its normal shape after being stretched or compressed. So when you look at, and this will lead me to kind of answer the question you started with, how can we be mobilizing resources to respond to this crisis? As the COVID-19 pandemic continues, there are several steps the developing world can take to hasten recovery. The first, which was underscored by a few speakers, especially Mr. Orlu, is the need to implement best public health practices now and build for the future. We are still in the middle of a public health crisis, and that really needs to be first and foremost. Secondly, while this public health crisis is managed locally, I think everyone right now needs to be thinking about global supply chains and where Africa and the Caribbean fit in. And this is especially when it comes to the production of vaccines, personal protective equipment, and other goods that can be part of this recovery. We've clearly seen a massive need for manufacturing around a number of items that are required to address the pandemic. And I think every country should really see where they fit into this. Is there a way they can expand that capacity? And then finally, while the COVID-19 crisis will pass, I think the issue of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity will remain with us, which is why we'll need to have a way to develop more resilient economies in the future. So I'm going to just kind of end my opening remarks there. I think that this is both a test of the strength of our societies and economies, but also how to mobilize in a smart way where we can come up with solutions, not only for our own individual countries and institutions, but also that can contribute to the global public good. Thank you. Thank you very much. So with this framework based on resilience, innovation, synergy, and elasticity is the key for countries that will make it and those who will not. So we'll make sure to keep that in mind. Alors, Monsieur Erickson a mis en place une certaine vision des pays qui pourront s'en sortir. Ces pays-là baseront leur stratégie sur la résilience, l'innovation, la synergie et l'élasticité pour faire face à un monde de plus en plus vulnérable, incertain, complexe et avec plus d'interactions. Donc, j'aimerais tester si le son de Monsieur l'ambassadeur et si vous pouvez intervenir. Malheureusement, on ne vous entend toujours pas. On va vous donner encore une chance d'essayer avec votre micro. Et I would like to address our panelist, Mr. James Claude. We mentioned a lot of ideas here, and they all have to do with innovation, with with the public service infrastructure, financing. Here at the Amadeus think tank, we are a think and do tank. And so in this regard, we are always looking for concrete ideas and measures that we would like to put in place, one of which is an idea for a platform for crowdfunding. And the question, which is, I will ask to Mr. James Claude later, but this is for all our panelists. Do you think that we all here could think about a framework for a platform that could be like a basis to finance all these innovative ideas, a platform for Africa, for all the South countries, with the help of international institutions. Donc, Monsieur James Claude, avec ce qu'on a dit, quelles sont les spécificités de nos pays et quelles sont les innovations qui peuvent être apportées pour donner un essor à la relance au niveau global? Gaston, merci pour la question et je tiens tout d'abord à remercier l'Institut Amadeus et la Fondation LG Lamotte de m'avoir invité à prendre part à ce panel que je trouve très intéressant où nous, en tant que citoyens du Sud, on est en train de débattre et d'analyser quelles sont les solutions pour faire face à cette pandémie en tenant compte de la perspective des pays du Sud. Tout d'abord, je voudrais dire que je représente en GVG
dont je suis le PDG. Nous sommes une société qui travaille dans les pays émergents depuis plusieurs années. Ça fait déjà 20 ans qu'on travaille spécialement en Afrique, où on se positionne comme partenaire stratégique dans le domaine des TIC en technologie d'information et de communication. Je pense que la technologie a été un levier de développement et je pense que les technologies de l'information vont continuer à jouer un rôle essentiel pour permettre au gouvernement, aux preneurs de décision de faire face à cette pandémie et aussi de faire face au monde qui s'ouvrira devant nous post-Covid-19. Donc, en ce sens, je voudrais parler de deux aspects des différentes solutions que nous proposons à des agences du gouvernement, à des institutions gouvernementales, à des gouvernements dans les pays dans lesquels on travaille. Il y a premièrement un aspect ce sont les solutions qui permettent de mobiliser des nouvelles sources de revenus. Plus que jamais, il faut trouver des moyens innovants pour pouvoir lever des fonds. Parce que bien sûr qu'on peut toujours compter sur la FMI, on peut toujours compter sur la Banque mondiale, on peut compter sur d'autres types de taxes, mais il y a aussi d'autres moyens. On peut se tourner vers soi-même et voir ce qui a été fait dans d'autres pays. Et par exemple, je peux vous dire que à travers les solutions que nous avons mis en place dans une dizaine de pays en Afrique, pendant les 10 dernières années, ils ont pu lever plus de 3 milliards de dollars qui n'existaient pas. C'est mobiliser de nouvelles sources de revenus. Donc, bien sûr, ce sont des solutions qui se basent sur la technologie. Ça, c'est le deuxième aspect que je voudrais signaler, parce que c'est important qu'on mette en place des technologies qui prennent en compte nos réalités africaines. Sur ce point, j'aimerais partager avec vous une expérience. Ça, je l'ai vécu récemment. Le ministre de l'économie numérique de l'un des pays dans lequel on travaille depuis déjà 5 à 6 ans, il m'a contacté pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, les outils qu'on a déjà en place pour pouvoir lutter de façon, au moins avoir une idée de ce qui se passe sur la propagation du virus. Donc, on a mis en place une équipe, on a travaillé d'arrache-pied et je voudrais vous présenter rapidement, c'est une vidéo qui va durer 3 minutes. Comme ça, vous allez voir un exemple concret en utilisant l'innovation, en utilisant des idées de chez nous, comme on a pu mettre en place quelque chose qui permet à ce pays, et il y a 2 autres qui vont mettre en place ce système dans les jours qui viennent, de lutter de façon efficace contre, je dirais, contre la pandémie. Donc, je partage mon écran rapidement. The COVID-19 pandemic has shaken our understanding of the world. This global ordeal highlights of even the most resilient societies. While this pandemic has no equivalent in recent history in terms of magnitude and impact, it also evolves in a different context than other outbreaks of the past. This time, the pandemic hits a world that is increasingly interconnected through mobile networks. About 70% of the global population will be using a mobile device by 2025. This is our new mobile reality. Governments and health authorities can take advantage of this mobile reality to get a serious edge in their fight against COVID-19. Making the right decision at the right time requires timely and actionable information. That is what mobility data is all about. One of the main challenges in this whole process is the absence of accurate location data. At GVG, we address this challenge through a comprehensive system that tracks mobility data and consolidates it for timely analysis and action. We achieve this by capturing real-time metrics in order to accurately assess, among others, citizens' exposure to the virus. The data comes directly from telecom networks and relevant mobile transaction streams. In all cases, we ensure a reliable data aggregation process centralized into a single solution.
Decades before the use of mobility data as part of the fight against COVID-19, GVG has pioneered the mining of telecom data for other critical purposes. We have a long, successful track record, not only in mining this data, but also in protecting it and ensuring full compliance with privacy laws. First, we host the solution in a highly secure cloud environment. The network architecture meets the requirements of the most security-sensitive criteria. Second, we ensure that IT infrastructure is aligned with the best security practices and IT standards. Third, we provide full capabilities for the anonymization of private data. GVG's solution operates through 4 integrated but autonomous modules. The central module integrates all 4. It hosts big data analytics, runs the queries, and manages the data sets. A second module provides key reports and data on current location and location history of residents, in-country foreigners, and citizens abroad. This module also allows for the verification of quarantine compliance. A third module provides heat maps of real-time mobility patterns. These help develop predictive analysis on domestic virus spread through a live visual interface. A fourth module centralizes the massive volumes of data derived from preliminary self-diagnoses. This module works two-way. It provides and collects information, answering questions from the public and collecting self-diagnosis information, along with the geographical location of the self-diagnosed person. One cannot emphasize enough the many benefits of this data-driven solution. These include better predictive analysis, detailed virus spread statistics, effective contact tracing, improved reactivity, evidence-based decisions, timely action and response, and optimized resource management. During and after COVID-19, GVG Mobility Data Solution can also be used for many other critical purposes, including but not limited to migratory trends analysis, demographics and disease prevention, urban transportation planning, cross-border movement, and geofencing. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il est clair, donc on doit trouver des solutions qui nous sont propres, parce que les problèmes pour chaque pays, il y a ses particularités. Et mobilisation des ressources locales, je pense que c'est important. Et aussi en ayant des solutions, par exemple, quand j'entends parler de contact tracing, je vois ce qu'on fait Singapour et d'autres pays en Europe veulent adopter. Mais alors, si on regarde l'Afrique, si on regarde les Caraïbes, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est très élevé, mais le taux de smartphone n'est pas si élevé. Donc, il faudrait qu'on ait des solutions comme celles que nous proposons qui utilisent, par exemple, les données de mobile money, donc qui est vraiment quelque chose qui est utilisé localement. Donc, je pense que, en fait, je pense que c'est un débat intéressant et on partage les avancées qui se font dans beaucoup de pays et c'est plus facile que le Ghana applique ce que le Sénégal a fait. Donc, entre nous, les pays du Sud, la coopération, je pense que c'est très important. Il faut continuer en ce sens. Merci. Merci. Thank you very much. So I would like to right now kind of wrap up our conversation. We've heard all of our panelists, and now it's time for brief, like final thoughts and the analysis of what's been said. If you allow me, I would like to give the floor for this first kind of summary conclusion to Ms. Hannah Murray. Thank you very much for that. Domestic responsibilities are awaiting me. I think just from my side, I think just to conclude and drive the point home that I think a crisis such as, the one that we're in, certainly is an opportunity to reassess, to restructure and to rebuild, economies in the global south that are more inclusive, sustainable, that, are more industrialized and competitive in our region.
certainly also building in, the ability to be more resilient in the face of these kind of pandemics, the one that we're exposed to now, natural disaster, things like climate change and other global challenges and shocks. But certainly, and to the point around, collaboration that's been made a couple of times, and synergies, one that's more collaborative and that addresses, swiftly some of the deep structural, divides that I've mentioned earlier that certainly are still omnipresent in many of our countries. So really it's about, building economies and putting those levers in place that are future focused, focusing on resilience and sustainability, as recovery and long-term prosperity certainly go hand in hand with sustainability, and really creating the foundations that include leveraging, partnerships, particularly between and representing the private sector on this, the private sector and really business standing up to work together, with government in addressing some of the points mentioned for our economies to ultimately thrive. I thank you very much. Thank you. So I would like to have your input very quickly on our suggestion to put in place a platform, a crowdfunding platform that will allow this kind of interaction and synergies and partnerships. Do you think that this is something that could be doable? I think we would love to be involved if you connect with us as Deloitte. Sure. Then we'll make sure to keep that in mind. So I would like to go to Dr. Aga again and see if he has some kind of concluding remarks and synthesis for what's been said so far. Well, thank you, Hassan. I think it has been an interesting conversation. The problem is clearly overwhelming. But I think what we need to do is, in thinking of the solutions, we should remain forward-looking. While maybe trying to halt the pandemic remains very important, I think the consequences, the kinds of jobs that we need in the post-COVID-19 economy will be very critical. If we don't secure those jobs, we may end up with greater havoc on our people. I think also, even as people talk about resource mobilization, that is good, but what are you going to use those resources for? So clearly developing some vision, planning, looking at smart solutions and projects that not only address problems at the national level, but maybe at the sub-regional and Africa, Caribbean. Those kinds of things will be more useful. Then the money can then come in and be very useful. Otherwise, you end up with poorly conceived projects, you end up with resources mobilized, and then they go down the drain, and we go back to square one. And I think for the Caribbean and Africa, we have to learn how to avoid these same problems, these shocks that keep setting us back. Many of our countries went through structural adjustment programs, and then they took haphazard decisions. They never recovered. Then we had the oil shocks again. We never recovered. We had the financial crisis. We never recovered. And now the COVID pandemic. So I think thinking ahead now to try and be more resilient would be the way to go. And for that to happen, I think it's in the interest of African and Caribbean countries. I'm not just doing a commercial, I'm saying what I think is important to ensure that there is a strengthened WTO that enforces a rules-based system that will make whatever vision and policies that you have in mind work for you and your people. Thank you. Excellent intervention. Monsieur Moubaraklo, si vous avez des commentaires, des synthèses pour cette conversation. Oui, d'abord, j'ai beaucoup aimé l'exposé de Global Voice parce que au Sénégal, je suis chargé, disons, de coordonner le travail de modélisation sur la COVID et nous avons justement ce souci de pouvoir traquer les cas non détectés. Donc déjà dans le cadre de la coopération sud-sud,
Peut-être on pourra discuter pour voir comment utiliser ce type de solution. En tout cas, il faudra être résilient. Aujourd'hui, avant même de penser l'après-Covid, il faut gérer, disons, la situation de la Covid, parce que le secteur informel, par exemple, aujourd'hui, dans nos pays, il souffre beaucoup du ralentissement des activités, mais également, il y a des pans entiers de l'économie, tous ceux qui sont dans les zones franches d'exportation, qui ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire preuve d'innovation et surtout d'adaptation, d'agilité. Par exemple, les entreprises qui sont dans les zones franches, leur permettre, dans cette phase, de pouvoir vendre sur le marché intérieur. Voilà une solution qui permettrait, en tout cas, de traverser cette période difficile. Bien évidemment, d'ici la fin de la crise, parce que nous sommes en plein, on n'est pas encore sorti de la pandémie, nous allons imaginer un plan de relance avec sans doute une relance économique, mais surtout d'autres façons de faire. Parce que la crise aussi nous a appris qu'il faut sans doute changer un certain nombre de choses. Ok, merci beaucoup. Donc, je donne la parole à M. Aloysius Ordu, l'ancien vice-président de la Banque africaine de développement. So, Mr. Ordu, if you have any kind of synthesis, the final thoughts on the conversation we had today so far. Excuse me, we can't hear you. Okay. Can you Sure. hear me now? Yes, right. we do. No, I think it's been an engaging and rich session. I hope that this is being captured. I'm sure the efficiency of Amadeus, you guys have captured this into a policy piece for broader dissemination. I just wanted to basically reiterate on some of the points already made by others, a 5-point agenda going forward. One is the reference, as we indicated earlier, of both the global South as a whole, Africa, Caribbean, all of us. Our attitude towards corruption has to change. You know, it costs the global South far much more in corruption than the COVID-triggered crisis would ever do. So we really, really need to be much more vigilant, much more watchful in terms of the lost treasures of our countries. The second is fragility. For years, we've debated in the AU about the need to silence the guns in fragile states. This is not a time for Africa to be proud of the fact that 99% of the fragile states in the world are all in Africa. I mean, come on. Does it make sense, for example, for a country like South Sudan with tremendous agricultural, tourism, and petroleum potential to remain a basket case after COVID? A return to hostility in Juba post-COVID will clearly be a missed opportunity. It means we haven't learned, we haven't gotten the message. So fragility is at issue now. The third is a proposal. It's time for Africa to form its own Africa Group of 30. A group of 30 that comprises 15 finance ministers and 15 central bank governors. This will be very, very important because like the G20, the G8, the G7, right, once in a while we are invited to participate, but this is a time for coordinated actions. And at the global and international level, there will be need for a greater cohesion in Africa's position. There will be a lot of global talk on trade. There will be a lot of global talk on debt. We already hear it. Food security will be at the center. And of course, this seminar also revealed the ravages of climate change. In all this, we've never really had a cohesive African position. And that time is now. I'm calling for a group of 30 African, comprising finance ministers and central bank governors. Thank you. The last 2 points are continental. The African Continental Free Trade Area, this COVID crisis has revealed
the opportunities therein in making sure that we move forward expeditiously with the effectiveness of the African Continental Free Trade Area across the continent. And finally, where would we be without the African Center for Disease Control? Mm-hmm. We need to support it to the hilt, and future pandemics will be on us. It's a matter of time. And so that sort of continental response to what is clearly a serious global pandemic, we need to focus on supporting these continental entities. Thank you very much. Thank you. These are all very excellent recommendations, and we make sure to work on them with your help to develop them into policy recommendations. Thank you. Donc, j'aimerais m'adresser à M. Didier Akwete, si vous avez des remarques pour clôturer notre conversation. Merci beaucoup, Hassan. Non, je serai assez bref. Et puis, effectivement, il y a le temps présent et nous avons peu parlé, effectivement, des PME, des petites et moyennes entreprises en Afrique qui constituent 90% du secteur privé, qui aujourd'hui sont réellement dans la tourmente et qui vont créer ces millions de chômeurs si on ne les soutient pas. Donc, des mesures massives aux PME et aux secteurs extrêmement affectés comme celui de mon frère Mossadegh Bali, le tourisme. Mais surtout, je crois qu'il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est de relancer l'économie de la santé en Afrique. L'économie de la santé au sens large, avec bien sûr les politiques de santé publiques, les infrastructures, les formations, et puis surtout arriver à produire localement. On ne peut pas produire que 2% de ce que nous consommons en matière de médicaments pour un marché qui est évalué à plus de 1200 milliards de dollars. Donc, l'économie de la santé doit revenir au cœur des priorités politiques. Et puis enfin, sur la question de la formation, ces verticales de compétences dont nous avons parlé, je crois que ça vaudrait le coup de les mettre en place parce que ça serait des formidables véhicules d'échange d'expertise, de formation. Et pour finir, j'insisterai sur ce que l'un des prédécesseurs disait, enfin Mossadegh en particulier, l'intégration africaine. Cette intégration, je crois qu'il faut qu'on la conçoive par les projets et les hommes. Et je pense que si on arrive à créer une transversalité dans les projets, on verra que les complémentarités économiques des pays vont s'exprimer et nous aurons un intérêt, les pays auront intérêt à collaborer les uns avec les autres beaucoup plus que dans le passé. Merci en tout cas pour cette belle session. Merci. Et je voudrais revenir sur un point. Vous avez mentionné la nécessité de soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont quand même 90% du tissu économique et d'investir dans certains secteurs clés. Et je reviens à notre idée de mettre en place une plateforme de crowdfunding pour ce genre d'initiative. Est-ce que vous pensez que c'est un vecteur d'innovation et un petit peu pour manager le flux des capitaux vers les secteurs qui en ont besoin et vers les innovateurs et le capital humain? Absolument. Vous savez, en parlant d'innovation, nous parlions des startups. À peine 5% de ces startups arrivent à trouver un financement. Or, ce sont elles qui innovent. Donc, c'est un excellent moyen. Deuxièmement, les PME dont nous parlons, n'oublions pas que beaucoup sont dans le secteur informel. Donc, le fait de digitaliser la ressource va permettre d'identifier un certain nombre de ces petites entreprises qui sont dans l'informel, qui vont pouvoir être identifiées, bénéficier de ces ressources avec cette plateforme qui peut leur donner du financement. Parce qu'effectivement, dans ce contexte où les pays prônent des mesures de soutien aux petits entrepreneurs, parfois ils ne savent pas les trouver. Celui qui fabriquait le meuble a disparu, celui qui vendait telle chose ici a disparu. Et donc, cette plateforme pourrait être un moyen, effectivement, d'identifier nos entrepreneurs et de formuler beaucoup mieux les politiques de soutien. Okay, merci beaucoup. So with that said, I would like to go to Ms. Maggie Gu, and if she would like to, give us some final closing remark, a synthesis of the conversation so far, and her views on our conversation. Ms. Maggie. Hello, everyone. Hello, can you hear me? Hello. Yes, we hear you. We can hear you. Thank you very much for everyone. And I have learned a lot also. My focus was only in the technology innovation. And after this conversation, and I have learned a lot from everyone and get many meaningful points. And I think it's
what we already covered the most of questions. And now our challenge is how to realize our good vision and ideas. And we have to work together as one family. And we have to keep the exchange after this conversation. And I believe we will finally reach our goals together. Thank you. Thank you. Je donne la parole à Monsieur Wilson Lalo pour une synthèse de la conversation et dernière recommandation. Merci. Je voudrais rapidement peut-être revenir sur un certain nombre de choses que beaucoup ont partagées, surtout pour dire que il y a un besoin de changement de modèle pour les pays du Sud, parce que l'économie ne peut pas être, comment dire, la population ne peut pas être au service de l'économie, c'est le contraire qui doit être le cas. Et ce que nous observons, c'est que le modèle économique que nous avons là laisse trop de gens dans des situations de fragilité extrême, et il nous faut vraiment repenser ce modèle économique qui ne devrait pas être conditionné par les injonctions du marché. Nous avions précisé tout à l'heure que, par exemple, le financement, l'économie s'est déconnectée de l'économie réelle, s'est déconnectée de l'économie financière. Et si vous voulez, on s'enrichit davantage à faire le trafic de l'argent plutôt qu'à créer des biens et à résoudre les problèmes de la société. Donc, aujourd'hui, les pays du Sud, là, votre plateforme permet au moins à beaucoup de gens de pouvoir se parler à travers les continents. Et je pense que c'est une belle opportunité que nous avons là pour continuer la réflexion et trouver des solutions qui permettent vraiment de mettre l'économie au service de la société. Il y a aussi le fait que, là, tout à l'heure, vous avez posé le problème des PME. Ça, c'est des questions qui vont être traitées et qui doivent être traitées. Et déjà, mais c'est en repensant le modèle de financement, on a montré comment l'État devrait mobiliser ses ressources de manière différente, en appui au secteur privé, mais pour développer les projets qui sont stratégiques pour les nations. Et le crowdfunding aussi dont vous avez fait mention, avec la plateforme qui a été présentée tout à l'heure, on voit que ça donne des possibilités immenses pour mobiliser des ressources sur des projets stratégiques que ces pays peuvent avoir en commun. Je pense que la réflexion doit continuer parce qu'on ne peut plus continuer à faire, si on ne fait rien aujourd'hui, on va nous proposer quelques solutions comme avec les programmes d'ajustement structurel, et ça fait 30-40 ans qu'on continue à dire des pays PMA, des pays où 80% des populations n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins de base, alors que les ressources sont là, sont gaspillées. Il y a un épouvantable gaspillage de ressources humaines. Tous ces jeunes qui ont été à l'université, qui ne trouvent pas de boulot, etc., parce que le mode d'insertion de ces économies dans l'économie mondiale, c'est un mode d'insertion qui priorise ce que veut le marché mondial davantage que ce que sont les préoccupations nationales des différents pays. Thank you. Merci beaucoup. Donc, I would like to give the floor to Mr. Daniel Erickson for a summary synthesis of the conversation so far and final recommendations, if you'd like. Sure. Thank you very much. I really enjoyed the conversation today and the opportunity to listen to everybody. I think that, you know, this really comes down to two issues. One is the resource question, but then the second is the systems question, and how can the Global South, in partnership with partners in like the United States, Europe, et cetera, make sure there are systems in place for resilience and response and ultimately a fast economic recovery to the coronavirus crisis. I definitely appreciate as well some of the comments that were made in terms of making sure to safeguard against corruption during this process. There may be a lot of resources at hand through the multilateral institutions, and it's extremely important that those are put to good use. And of course, first and foremost has to be the public health response. And at this point, we've seen enough patterns of the coronavirus epidemic in various countries around the world to have a sense of what works and what doesn't in terms of safeguarding public health. So it's really important for those best practices to be followed by governments and of course, individuals. And then just lastly, as we start to rebuild and get back to economic recovery out of this crisis,
making sure that the lessons learned about resilience remain embedded in how we do business in the future, so that when a future global crisis erupts, whether it's related to global warming, to global health, or another issue, our countries and economies and societies be better positioned to adapt and respond. Thank you. Thank you. I'd like to have your opinion on our project to set in place a crowdfunding platform that is basically geared toward helping entrepreneurs in the South countries benefit from global support and to innovate in that sense and to launch an economic recovery. Do you think that this is something that is doable and can be where the global community could help through this avenue? I think it's an excellent idea. I think there's a question out there of what does the future of entrepreneurship look like in the global South, and what are the connections that need to be made either locally, nationally, or globally. And so I think that, you know, one area that could be helpful in addition to just skill development and developing tool sets, but really trying to picture what are we talking about when we're talking about entrepreneurship. Is this really something, you know, where there's going to be a lot more opportunity in the digital space or in the tech space? Is the notion of launching, you know, a restaurant chain or an auto shop or some sort of local service really going to be more stable in the long run than something that links up to the broader global economy? So I think to me that's the question. What is the nature and future of entrepreneurship in the post-COVID-19 world? Definitely. Thank you. J'aimerais m'adresser maintenant à Monsieur Mossadegh Bali pour des mots de clôture, sa synthèse et ses dernières recommandations pour le groupe. Je crois qu'on ne vous entend pas pour l'instant. Merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Comme je l'ai dit dans ma première remarque, il faudrait peut-être voir les côtés positifs de cette pandémie et voir comment l'Afrique peut rebondir. Hein. Et moi, j'ai retenu quelques pistes. La première, bien sûr, encore une fois, je reviens là-dessus parce que ça me paraît capital, c'est de remettre l'humain au centre de nos préoccupations, de la préoccupation de nos gouvernants. Éducation, surtout formation technique et professionnelle. Il y a un grand expert, Didier, qui vous dira combien c'est important pour amorcer un développement au lieu de faire de l'enseignement général qui n'apporte pas grand-chose. Je veux dire de l'enseignement supérieur général qui n'apporte pas grand-chose. Investir dans la santé, c'est primordial. J'espère que nous aurons retenu la leçon. Investir dans les nouvelles technologies de l'information, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce n'est pas un luxe pour l'Afrique d'avoir des technologies comme Zoom, comme celui qu'on vient de nous présenter pour tracer un peu les malades ou les cas suspects, le mobile money qui est utilisé aujourd'hui par tous les gouvernants pour accéder directement aux populations les plus démunies et donc bypasser tous les circuits administratifs, comme on le sait, qui sont gangrénés par la corruption. Donc, si on arrive à bypasser toute cette corruption-là et atteindre directement les populations par le mobile money, diminuer les coûts. Malheureusement, l'Afrique est surtaxée au niveau des transferts. Donc, tous ces majors-là, les Western Union et tout ça, tout d'un coup, on a réussi à diminuer de 50%, parfois 60% le coût. Ça veut dire que, et rester quand même rentable, ça veut dire que c'est possible. Accélérer l'intégration. On s'est rendu compte que finalement, on peut entre nous s'entraider. On a vu ce que Madagascar a fait avec son produit. Et pour revenir au coût, tout d'un tic, nous les Africains, on apprend que Polytechnique Thiès peut fabriquer des respirateurs, que les Ghanéens font des systèmes de kits lave-mains où on ne touche pas le robinet. Il y a vraiment du talent sur ce continent et on se rend compte maintenant avec cette grande crise qu'il y a énormément de talent. Et pour finir, je pense que le monde entier a compris que c'est dangereux quand même d'avoir une usine pour le monde entier, à savoir la Chine. Donc je pense qu'il y aura des politiques qui vont se développer pour
pour délocaliser les usines. Et il me semble que l'Afrique a une large part à jouer dans, je dirais, cette nouvelle industrialisation du monde, attirer toutes ces usines qui, à mon avis, vont quitter la Chine pour chercher d'autres endroits pour réduire la dépendance du monde par rapport à la Chine. Pour moi, essentiellement, c'est ça que je peux dire comme remarque de conclusion. Oui. Et effectivement, ça donne une petite lueur d'espoir que les choses peuvent être meilleures demain dans ces conditions-là. Merci à vous, merci pour votre input. On apprécie beaucoup vos propos qui sont très bien posés, bien pensés. Et donc, je m'adresse à Monsieur James Claude, évidemment pour la même situation, un mot de synthèse et de conclusion et vos dernières recommandations. Je vais être bref. Alors, je voudrais revenir par rapport à la question que vous m'avez posée, la mise en place d'une plateforme de crowdsourcing. Alors, crowdfunding. Oui, exactement, crowdfunding. Alors, je pense que quand il s'agit de la technologie et des plateformes, je pense que c'est pas vraiment une finalité, mais c'est vraiment un moyen pour atteindre l'objectif. Je pense que ce qu'il faudrait définir là, c'est quoi la vision, que je pense qu'il doit être beaucoup plus large. Quels sont les projets, on doit les définir, ou les revenus, ou ce qui vont être collectés, vers où va aller tout ça. Donc, je pense qu'il faut penser à ça dans un cadre beaucoup plus large, ou si ça nous permet une collaboration, une coopération sud-sud, pourquoi pas, mais je pense qu'il faudrait revenir par c'est quoi la vision, qu'est-ce qu'on veut faire, et une vision commune entre les pays, pourquoi pas, mais je pense que c'est l'approche à adopter. Absolutely. Merci. We've had an illustrious follower with us, Mr. Jose Rodolfo Zelaga, who's the deputy for the Honduran, Honduran Parliament. Is that correct? Yes. How are you? We are doing very well. So we're happy to have you with us today, and sadly we couldn't give you the floor earlier. So in conclusion, you've had the opportunity to listen to all our participants. So I would like just to ask you, in terms of synthesis of what's been said so far, how to put in place an innovative global response to the economic effects of this pandemic. Very briefly, please. And first time, thank you for inviting me, Laurent. Call me and make the invitation, and I'm very glad to be part of this group. I'm from Honduras. Thank you to everybody else. We are a team for now, and I have a problem with time. I think I thought it was 10 time Honduras time, but it was my Miami time, so sorry for that. No worries. But I listened almost all the participations, and I think we are making good progress in Honduras. Besides, we have a lot of we have a lot of problems here in the country. We are looking for innovations, engineers from Honduras. We have our economy is very hit. We have like 60 days on quarantine. The economy has been stopped, almost all the economy. We have problems to buy supplies because, like somebody says, unfortunately, is the corruption. The president is trying to fight that, and the people get like sad, get like angry, confused, worry,
It's a different thing of feelings that the people have it on the street, and that make the confusion is going to be easy to people. It is not comfort to what's happening. Make like riots around the country, and that scare more the people. But after 60 days of quarantine, we are trying to go back to the economy. The president had make with the ministers and congressmen had make a lot of choices or decisions to help our country, and we are looking for how we can help other countries with a decision that we have made here, and the correct decision that worked very well. We have like 2,100 people infected. We have more like 106 disease in our country. The president had been delivery with all the support of the economy people to give food to the families, water, but it's not enough because this operation in Honduras have been ever in the existence of the country is the biggest operation for us ever in our history, and we don't have like I don't know, Lauren, if you can help me to traduce this. We don't have enough, or we don't have elements. Lauren, ¿me escuchas? Sí. Sí, no tenemos elementos necesarios para poder hacer un análisis comparativo. Ils ont pris un peu d'outils pour faire les analyses comparatives. Oui. So we don't have enough elements to put in place a comparative analysis of what's going on. Yes. Yeah. And so we are innovating. We have people that are innovating. We are importing products because we don't have it. We don't make products here of that kind. So the bank is lower the rates of interest. They are the government is like making like expand the depth of the people to be real to payment, because our companies, state companies, are very weak, and they can support give for free the service. So we are making a lot of choice. I'm going to put in the mail the document that I have prepared to all of you, the elements that we in decision that we make it to be better in our life in this disease in our country, and the experience that you have in your countries and your own experience is going to be very helpful for not just for Honduras and Haiti. I see people from other countries here, so it's very important, and it's the time. There are 10 countries, huh? There are 10 countries in this call. How many? 10. 10. Okay, perfect. So I think we can make a great group here. We can make a very good leadership group for the people, and we can work together. And from Central America, we are very glad to be part of this group to help all of you. And all the idea that I listened today was they very good. And again, sorry for my English, but no worries. We care about the ideas, and the ideas are very good. Thank you. Thanks to you. So with that said, I'd like to. You have a friend in Honduras too. So all of you. So sure. Thank you. We appreciate. We appreciate very much.
So with that said, I would like to thank all of our panelists. Thank you for an excellent panel today. We've had excellent ideas, and I'm sure we will follow up with all of you for policy recommendations, for views on what to do next. And I see even with this crisis going on right now, there is reason to keep hope and to keep hopeful about a better future. With people like you, Africa and the Caribbean, the Central America, all the South countries have excellent potential, because I truly believe that it's the quality of human potential behind all of our endeavors that counts. And as long as we have good people with good ideas, we can prevail. So allow me to give the concluding remark to His Excellency Laurent Lamotte, and then Mr. Brahim Fassifeli. So Laurent, up to you. Thank you very much. I'd like to basically start by congratulating everyone for excellent presentations, excellent exposés. You know, I feel that every sector has been represented. We've had, you know, very analytical sectors. We have the banking sector. We had the industries. We had experts in the fields, politicians. I think, you know, all over, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir des experts donner vos impressions de comment relancer une économie après le COVID-19. On avait aussi une présentation très technique des outils à utiliser et qui sont utilisés aujourd'hui dans plusieurs pays pour avoir une meilleure gestion de cette catastrophe et une gestion technique et technologique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme c'est vrai pour le Royaume du Maroc, comme c'est vrai pour Haïti, pour le Honduras, pour le Mali, pour le Sénégal, pour tous les pays du Sud, tout le monde utilise un téléphone. Ça, c'est quelque chose que nous avons en commun. Le téléphone est très présent dans notre quotidien. Donc, ceci dit, la solution de tracking pour venir avec une réponse et une solution à court, moyen, long terme devra passer par des applications téléphoniques. Donc, moi, j'aurais aimé, dans mes propos de remercier le président de l'Institut Amadeus, M. Brahim Fassifiri, qui, avec la fondation du Dr. Louis Lamotte, travaillent ensemble pour mettre un webinaire de ce niveau sur place en très peu de temps. Ça nous a pris moins de 2 semaines pour mettre en place, pour sélectionner un panel d'aussi haut niveau. Donc, ça n'a pas été facile, et avec le concours et la collaboration de tous, on a réussi à quand même, on le souhaite, mettre quelque chose qui a informé et qui a pu partager et connecter les pays du Sud. Aujourd'hui, on a eu quand même 10 pays présents, à moins enfin, je vais les citer. On a eu le Sénégal, le Honduras, le Royaume du Maroc, les États-Unis, le Mali, le Nigeria, l'Espagne, la République dominicaine, Haïti chéri et l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si j'ai raté un ou 2 pays, mais sinon, je m'excuse. La Côte d'Ivoire était présente aussi. Ceci montre qu'à travers la technologie, on peut se connecter plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit à Bamako ou à Port-au-Prince, en 2 minutes, on peut faire un visioforum comme celui-là, qui est non seulement en direct sur les plateformes, mais qui passe en direct à la télévision, sur Radio-Télé-Guinée en Haïti. Donc, on va avoir plus de 300 000 personnes à voir ces recommandations. Et ceci permet de connecter nos pays rapidement et de manière efficace. Et de comprendre ce qui se passe au Sénégal, qu'est-ce que le gouvernement malien fait, qu'est-ce que le gouvernement du Honduras fait, qu'est-ce que le Royaume du Maroc fait, les stratégies qui marchent pour eux et qu'est-ce qui peut être reproduit dans d'autres pays. Donc, ceci, on le souhaite à
aura un effet boomerang. Je souhaite qu'on continue à organiser ce genre de visioforum pour le Sud parce que la crise vient de débuter. Donc, il va falloir continuer à mettre nos stratégies ensemble, à mettre nos pensées ensemble, nos énergies, nos efforts ensemble, pour ensemble, avec la solidarité régionale, trouver des solutions à cette pandémie qui affecte tous et toutes, et ceci à travers le monde. Donc, je remercie tous ceux qui ont pris le temps de participer, d'écouter, et on le souhaite d'apprendre un peu de ces webinaires. Merci beaucoup. Merci, merci Excellence. Et donc, la parole est à M. Ibrahim Fassifiri. Merci Sirsen, merci cher frère, cher Laurent, cher Monsieur le Premier ministre, pour ces mots à l'endroit de l'Institut Amadeus. C'était également un plaisir pour l'ensemble des équipes de ce think tank marocain de travailler main dans la main avec les équipes de la Fondation Dr Louis J. Lamotte pour mettre en place ce visioforum des Suds à travers donc un exercice hebdomadaire depuis 15 jours qui a vu l'organisation de 3 webinaires de très haut niveau et celui de cet après-midi en est le point d'orgue. Je voudrais bien entendu me féliciter de la teneur des débats, des discussions, de près de 2h30 de discussions et d'échanges extrêmement concrets, opérationnels, avec des idées qui émergent bien entendu. Et ce n'est pas si surprenant quand on voit la nature de l'aéropage d'intervenants et d'experts que nous avons réunis aujourd'hui. Alors, très rapidement, je voudrais insister, là encore, sur cette capacité, je l'ai dit en introduction, des Suds de prendre leur destin en main. Cette prise de destin en main commence, à mon avis, à travers une reprise en main industrielle et technologique. Nous l'avons vu au Maroc. Nous l'avons vu au Maroc dès le début de cette épidémie avec une extraordinaire capacité industrielle de produire au quotidien d'abord 2 millions de masques made in Morocco. Ce chiffre est monté très vite, en quelques semaines, à 3 millions, à 5 millions, à 7 millions pour atteindre les 10 millions quotidiennement produits au Maroc aujourd'hui. Depuis hier, le Maroc est en capacité d'exporter ces masques produits au Maroc par des usines marocaines. 24 usines marocaines sont mobilisées et le Maroc deviendra très rapidement le 2e exportateur mondial de masques après la Chine. C'est la preuve que lorsque les pays du Sud veulent, qu'il y a l'ambition politique, nous pouvons réaliser des choses qui nous paraissaient encore il y a quelques mois totalement impossibles à réaliser. C'est à travers le volontarisme, cette vision proactive portée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que le Maroc est en capacité aujourd'hui d'avoir une production industrielle de masques à très haute et grande échelle. 10 millions de masques produits au quotidien, ce n'est pas rien. Et je crois que là encore, on peut s'en féliciter. Mais il y a aussi d'autres initiatives, évidemment, qui méritent d'être mises en avant. Et il faut là encore éviter les discours un peu maladroits, malheureusement un peu systématiques, de condescendance vis-à-vis de solutions qui émergent des Suds. Je pense bien entendu au test sénégalais et au travail qui est en train d'être fait actuellement dans le pays de nos frères sénégalais à travers l'Institut Pasteur qui produit un kit de dépistage rapide de moins de 10 minutes à moins d'1 euro, ce qui est exceptionnel. Et bien sûr, bien entendu, il y a encore cette solution malgache à base d'artémisia qu'il faut là encore promouvoir. Mais lorsque j'ai vu aujourd'hui ce que propose Global Voice, par exemple, qui est une initiative pour les pays du Sud, parce que évidemment, le tracking, certes efficace, ne peut pas être opéré partout de la même manière. Le Maroc est d'ailleurs en train de lancer les tests
de son application de tracking. Mais il y a aussi cette initiative de crowdfunding que nous avons décidé de promouvoir aujourd'hui à travers ce webinaire, de tester avec vous cet après-midi. Et je crois que on a voulu profiter du fait d'avoir autour de la table, si vous me permettez l'expression, des experts imminents pour tester, voir ce qu'on peut faire autour de cette proposition de crowdfunding. Et je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre l'expression de mon frère Mubarak Lo, on a besoin de faire preuve à la fois d'innovation, d'adaptation, d'agilité, j'ajouterais de créativité. Et on voit sur le continent africain tous les jours des startups proposer des solutions novatrices, notamment en termes d'outils de prévention. Et évidemment, le travail de ces startups mériterait d'être très, très largement soutenu et encouragé. Je pense notamment que Amadeus a fait cette proposition il y a quelques semaines, qu'un fonds spécial doit être créé, notamment porté par la Banque africaine de développement, pour encourager ces startups à innover davantage et pour permettre la diffusion des solutions qu'elles proposent. Alors, je suis évidemment extrêmement optimiste quant à l'avenir de la coopération Sud-Sud dans le cadre de cette pandémie et de l'après-pandémie. Je pense que nous avons tant en partage et évidemment, lorsqu'on partage les mêmes caractéristiques, les mêmes problématiques, le partage d'expériences me paraît essentiel. Et cet exercice que nous avons pu réaliser avec la fondation Luigi Lamotte n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est un début. Évidemment, même si la collaboration entre l'Institut Amadeus et Laurent Lamotte date de plusieurs années, mais je crois que c'est un début dans ce contexte de pandémie et il faut évidemment continuer et nous allons dès demain nous atteler à la tâche pour faire en sorte que cette expérience de partage en commun entre les Suds puisse là encore se concrétiser davantage. Il mériterait évidemment de pouvoir créer des plateformes d'échange officielles pour que ce qui se passe aujourd'hui, cet échange officieux qui est certes diffusé, et je m'en réjouis, en live et en direct sur la télé nationale haïtienne, puisse s'élargir à un cadre beaucoup plus grand, plus important au niveau des pays des Suds ou du Sud. Et je pense que je ne peux que m'en réjouir. Et je ne peux pas terminer mes propos sans remercier et féliciter encore une fois l'ensemble des équipes et de l'Institut Amadeus et de la fondation du Dr Luigi Lamotte pour l'excellent travail et qui ont permis évidemment à la fois la réalisation de ces webinaires, mais également du suivi, et on n'en parle pas. Je parle évidemment des équipes qui se chargent du backstage, si je puis dire, et qui sont nombreuses. Donc, mesdames, messieurs, encore une fois, je vous remercie pour votre participation et pour votre capacité, là encore, renouvelée, à chaque fois qu'Amadeus vous sollicite, à être une force de proposition. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Ibrahim. Merci à tout le monde. Thank you very much to all our panelists, participants, and viewers. This has been an excellent webinar. We are looking forward to keeping in touch with you, seeing your recommendations and developing on them. On s'attend à développer les propositions, les idées en termes de propositions de politique publique. Nous remercions notre audience, nos spectateurs, les gens, les plus de 100 000 personnes qui nous suivent live sur Facebook et les autres qui nous suivent sur les chaînes de télévision et de radio. Merci infiniment à vous. Merci à la Fondation du Dr Luigi Lamotte pour lauréat de cet exceptionnel partenariat. Merci à tout le monde et je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Bravo. Merci. Bye bye. Thank you. Bravo, thank you. Thank you. Bientôt. Thank you, Maggie. Thank you, everybody. And see you soon in Morocco. Yes. Thank you, everyone. Bye bye. See you, Dr. Aga. Okay. And in Tangier during the next middays. By the way, I forgot to say Ivory Coast.
Ok, détermine. La Côte d'Ivoire. Didier, il t'a oublié. C'est la Côte d'Ivoire. Laurent, tu as commis un impair grave. Ah oui, oui, oui.